Donc on va reprendre. Je voudrais d'abord remercier dans ce début d'après-midi les intervenants à la table ronde qui vont présenter un certain nombre de projets innovants en région Occitanie, projets qui sont issus pour certains des équipes ou de projets de recherche nationaux, qui disposent de financements tantôt ARS, tantôt mairie de Montpellier et tantôt Agence nationale des solidarités actives. Et donc j'appelle à la table ronde les différents intervenants qui vont pouvoir se présenter et débuter les présentations. Donc, bonjour à tous, je suis Céline Nalcara, je suis psychologue, docteur en psychologie et je travaille au centre de ressources autisme de Montpellier. Donc moi je vais vous présenter un dispositif qu'on a appelé dispositif d'intervention autour du diagnostic. C'est un dispositif financé par l'ARS et qui a à peu près 18 mois d'existence. Donc ce dispositif il va avoir 3 axes de présentation que je vais vous présenter. Oui, je l'ai. Donc ce dispositif, il a pour objectif principal de fluidifier le parcours de soins des enfants et d'aider les familles à se retrouver aussi un petit peu dans ce parcours de soins. Merci. Pardon. Et il est parti du constat que voilà, il y a eu, c'est ce qu'on discute depuis ce matin, il y a eu une évolution des connaissances sur les troubles du neurodéveloppement et beaucoup aussi sur l'autisme ces derniers temps. Qui a eu de nombreuses recommandations, notamment les dernières en 2018 de la Haute Autorité en Santé sur l'importance de la précocité du diagnostic et par la suite du coup de sa mise en œuvre et de l'accompagnement, des méthodes d'accompagnement. Et puis il y a eu plusieurs plans autisme qui se sont succédés et qui eux aussi ont mis en avant l'importance d'accompagner les parents autour du diagnostic, dans une meilleure compréhension du trouble de leur enfant et dans les stratégies d'intervention à mettre en place. Donc pour un certain nombre de choses, il y avait des choses que nous avions mis en place, mais par contre les parents rapportaient un manque d'accompagnement, surtout à la suite du diagnostic pour les enfants les plus jeunes. Et la précocité du diagnostic, nous actuellement dans notre service, on reçoit des enfants de moins de 4 ans, et des fois même en dessous de 3 ans. Et donc, c'était qu'est-ce qu'on fait avec ces familles dont le diagnostic est précoce, mais l'accompagnement est à peine en train de se mettre en place avec des contacts via les CAMS, via les CMP, mais où les prises en charge sont encore en attente ou se font un peu en libéral. Donc le projet DIAD, je vais juste passer plutôt sur cette diapo pour vous l'expliquer, il a 3 axes d'intervention. Le premier, il est donc à destination des parents et des familles. Et cet axe à destination des parents, il est coordonné par un médecin, une psychologue et surtout 2 infirmières qui ont pour objectif, à la suite du diagnostic, 15 jours après le diagnostic, d'appeler les familles et puis de faire un peu le point avec elles sur ce qu'elles ont ressenti à l'issue du diagnostic. Est-ce qu'elles ont bien compris les préconisations et en quoi est-ce que nous, on pourrait les aider dans cet accompagnement en termes de démarches administratives, orientation vers l'assistante sociale pour faire le dossier MDPH, en termes de démarches médicales et de prise en charge. Est-ce qu'elles ont besoin d'un accompagnement pour qu'on les aide à prendre rendez-vous chez le généticien, le neuropédiatre, à trouver peut-être une orthophoniste, notamment dans les coins les plus déserts. Et puis, on leur propose également un accompagnement spécifique pour certaines familles sur prescription médicale d'une guidance parentale, soit en participant à des groupes d'éducation thérapeutique pour les parents, soit en guidance individuelle avec des protocoles de type Pack to Denver, qui sont des prises en charge recommandées pour les jeunes enfants avec TSA. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe coordonné par moi-même et par une collègue orthophoniste qui a pour objectif de former des professionnels qui sont déjà dans le champ de l'autisme, mais qui voudraient se spécialiser dans les méthodes de guidance parentale, à nouveau Pacte Denver ETP, de manière à ce que les parents puissent bénéficier de ce type de prise en charge à proximité de leur domicile et qu'ils ne soient pas obligés de venir sur Montpellier puisqu'on est un centre régional et qu'on peut faire des diagnostics de toute la région.
Donc voilà, que les prises en charge se passent à proximité du domicile. Et la formation dure environ 1 an avec des formations spécialisées et des intervisions, c'est-à-dire qu'on se voit tous les 3 mois pour discuter de situations qui auraient été difficiles dans la mise en œuvre de ce type de prise en charge, ou alors pour soutenir juste la mise en œuvre de ces guidances. Et ensuite, le dernier axe, c'est que même encore en faisant tout ça, on ne touche pas tout le monde et qu'il reste encore des familles qui ne bénéficient pas de ces accompagnements parce qu'elles sont trop loin ou parce que l'organisation fait que ça leur est impossible. Donc, on va essayer de développer la guidance parentale via la téléconsultation. Donc là, c'est en projet. On est en train le projet est écrit et on devrait le mettre en place d'ici quelques temps. Donc voilà, 2 ans, à peu près 18 mois d'expérience, 2e session de formateurs. Ça fait à peu près 60 professionnels qui sont formés dans toute la région, CAMS, hôpitaux de jour, CESAD spécialisé TSA, et qui vont pouvoir mettre en application ce type de prise en charge et qui vont également former leurs collègues dans leurs unités de manière à ce que ça puisse s'étendre. Voilà, pour moi, je vous remercie. Bonjour, je suis Muguette Cardonnet-Camin, je suis orthophoniste en libéral et je suis présidente de l'URPS Orthophoniste Occitanie. Donc, je vais... J'attends mon diapo. Donc, je vais vous présenter une expérimentation qui va se dérouler à Nîmes, donc dans notre région, et qui concerne donc le dépistage précoce en milieu scolaire des troubles du langage et de la communication chez les enfants entre 3 ans et 3 ans et demi, donc les enfants de petite section maternelle. Parallèlement à ce dépistage, il y a également un dépistage des troubles visuels chez les enfants donc, de 2 ans et demi, 3 ans par les collègues orthoptistes. Donc, ce dépistage se fait avec l'outil dont a parlé le docteur Henry ce matin, le DPL3, qui est un outil qui a été construit par les orthophonistes, mais qui a été construit aussi pour une utilisation par d'autres professionnels de santé. Un partenariat avec l'éducation nationale, les médecins de PMI, qui ont été pour nombreux formés à l'utilisation de cet outil. Donc, ces expérimentations, à l'inverse de ce qu'on a entendu, sont des expérimentations qui sont donc nationales et qui sont donc prises en charge dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, c'est une expérimentation qui aura vocation à se généraliser sur tout le territoire, sans venir en concurrence, bien sûr, avec les actions qui sont déjà en place. Donc, pareillement pour mes collègues orthoptistes, c'est conventionnel, ça entre donc dans un financement par la Caisse nationale d'assurance maladie. Ça, c'est le contexte conventionnel dans lequel s'inscrit cette expérimentation. Et par ailleurs, il y a un contexte politique, bien sûr, qui est porté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. C'est la stratégie nationale de santé 2018-2022 qui donne des priorités spécifiques aux enfants, aux adolescents. Je ne vais pas reprendre exactement le cadre politique, mais nous savons qu'il y a un très gros effort fait sur ce repérage précoce. D'ailleurs, outre ce financement de cette expérimentation, la Caisse nationale d'assurance maladie a valorisé les actes d'orthophonie pour les enfants de moins de 3 ans, tous les actes d'orthophonie, et valoriser les actes de rééducation du langage chez les enfants de 3 à 6 ans. D'où donc l'importance qui est portée sur cette action. Cette action, elle est née d'une action de dépistage qui existe depuis 2007 dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est portée par une association locale, la PESAL, qui fait, outre le dépistage du langage, fait un dépistage visuel, auditif, bucco-dentaire, du surpoids. Enfin, donc c'est une très grosse association de prévention qui fonctionne très bien et qui a obtenu depuis 2013 l'agrément académique du rectorat de Lille. Et c'est l'ARS à ce moment-là qui finance les vacations des professionnels qui participent à cette expérimentation. Donc, il y a eu un premier groupe de travail pour la mise en œuvre de ce projet.
Et le porteur du projet est une association de prévention qui a été créée à cet usage. C'est la DP2O, pas 20, association donc, de dépistage de prévention orthophoniste orthoptiste. Et c'est eux qui sont le porteur du projet. Bien sûr que l'objectif de l'expérimentation, c'est de diminuer le taux des enfants qui vont être repérés trop tardivement. Par exemple, le petit Oscar dont nous a parlé le professeur Cheikh ce matin, aurait pas attendu 4 ans pour être effectivement dépisté, puisque l'intervention est très précoce. Elle va se situer entre donc, novembre et février. Donc c'est en milieu scolaire, ce sont les enseignants qui vont recueillir les informations. Ils auront une formation que je vais détailler. Donc je l'ai déjà dit, les enfants, c'est entre 3 ans et 3 ans et demi. Donc c'est la première année de scolarisation en petite section maternelle. 3 sites sur le territoire national ont été sélectionnés. C'est Bobigny, donc La Roche-sur-Yon et Nîmes. Donc pour Nîmes, ça représente quand même une cinquantaine de petites sections maternelles. Et il y a également 12 classes dans des écoles privées sous contrat avec l'État, ce qui représente à peu près 1500 enfants. Donc c'est un dépistage. Il est évident que c'est sur le volontariat et l'autorisation parentale et bien sûr sur le volontariat aussi des enseignants. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, dans un premier temps, il y a bien sûr des contacts avec l'Éducation nationale qui sont pris en charge. Donc, ça se passe au niveau des ministères. Donc, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui est en contact avec le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, après localement, eh bien, ce sera avec le rectorat, forcément. L'information aux médecins, médecins de PMI, les pédiatres, médecins généralistes, les médecins de l'Éducation nationale, et également des informations aux orthophonistes d'abord pour les infirmiers qui ont cette expérimentation, ensuite pour recruter donc des orthophonistes, puisqu'il va falloir des orthophonistes pour faire les sessions de formation aux enseignants, pour faire les sessions d'information aux parents, puisqu'il y aura des informations aux parents, une séance de sensibilisation. Et ensuite, pour donc coter les questionnaires, puisque ce sont les orthophonistes qui coteront donc les grilles. Donc, la formation des enseignants se déroule sur soit 2 demi-journées, une journée. Il y a une partie donc qui est une formation sur le développement du langage normal chez l'enfant. Et ensuite, il y a une demi-journée pour les enseignants de petite section maternelle qui, eux, auront une formation sur la prise en main de l'outil DPL3 pour savoir comment l'utiliser. Après ces étapes, le dépistage se mettra en œuvre. Il commence en novembre, donc ce sera vraisemblablement novembre 2020. Puisqu'il faut, c'est entre ministères, donc c'est beaucoup plus compliqué quand c'est tout en haut, vous voyez, que quand c'est en région, parce qu'il semble qu'ils communiquent moins facilement que quand on est sur le même territoire. Donc de novembre à, je pense, janvier-février. En novembre, pourquoi ? Parce qu'il faut que les enseignants, effectivement, connaissent les enfants. Puisqu'il ne s'agit pas de faire passer un test aux enfants, mais il s'agit d'une observation dans des contextes, dans des situations tout venantes dans la classe. Et donc, l'enseignant, petit à petit, remplira les questionnaires au fur et à mesure de l'observation de l'enfant sur lequel il portera un regard, effectivement, particulier. Évidemment, après, il y a un retour sur le dépistage que je détaillerai, puisqu'il y a un retour aux parents, bien sûr, et il y a une évaluation de l'action qui se fera en commission paritaire nationale. Et j'ai oublié aussi l'information à la commission paritaire nationale des médecins. Donc l'outil. Alors l'outil, ça n'est pas un outil de diagnostic, c'est un outil de repérage qui concerne que les enfants de 3 ans à 3 ans et demi, donc petite section maternelle. Voilà. Il se présente sous la forme d'un questionnaire avec des réponses oui-non. Donc c'est très simple. Le repérage dans des difficultés de l'enfant ne vont pas constituer un diagnostic, mais vont être un repérage d'éventuelles difficultés de l'enfant. Donc cet outil va permettre effectivement de développer et de faciliter la démarche clinique. Il est construit uniquement sur le principe de l'observation de l'enfant dans des situations de la vie naturelle, en classe donc. Donc il y a plusieurs domaines. Ces domaines, vous le voyez, c'est la socialisation, la communication, le graphisme, le vocabulaire et la compréhension et l'expression, c'est-à-dire des domaines qui sont majeurs pour repérer des difficultés du développement dans le domaine du langage. Donc,
les enseignants vont donc observer les enfants, donc quand ils les connaîtront, et ils vont pouvoir remplir donc des questions. Et ces questions visent à évaluer comment l'enfant entre en relation donc avec l'autre. Alors l'autre, en l'occurrence, eh bien, ce sont les autres, les enfants, les autres élèves, et puis aussi les adultes avec lesquels il est en relation, hein, l'enseignant, l'ANSEM, voilà. Ensuite, donc, les situations de langage, c'est-à-dire la pragmatique, on l'a évoqué ce matin. Comment il s'exprime habituellement, et puis s'il commence à dessiner. Nous avons vu que ce matin, c'était aussi révélateur du développement de l'enfant. Donc, je vous passe en revue les questions pour démystifier quand même cette tâche de recueil des données par l'enseignant. Hein. Donc, dans un premier temps, il s'agit de savoir si l'enfant communique spontanément avec les adultes. Alors, les adultes hors du cadre familial, bien sûr. Donc, je l'ai dit, avec l'enseignant, voilà, comment... s'il s'exprime, en fait, s'il communique indépendamment du mode de communication. Elle peut être verbale ou non verbale. Pour l'instant, on est bien en train de chercher est-ce qu'il communique avec d'autres adultes que son cadre familial. Donc ça, l'enseignant le repère vite. Hein. Ensuite, tout au long de la journée, l'enseignant va pouvoir repérer si l'enfant utilise spontanément le langage oral dans ses activités, dans ses relations avec les autres enfants. S'il est capable également d'exprimer verbalement ses sentiments, ses désirs, s'il a peur, s'il ne sait pas faire, s'il est malheureux, s'il attend l'heure des mamans, voilà, hein, ce genre de choses qui est une expression des sentiments de l'enfant. Ensuite, le domaine du graphisme, on aura des productions de l'enfant, soit dans les ateliers de graphisme ou dans les moments informels où l'enfant fera des bonhommes. Donc, il y aura effectivement une cotation en nombre d'éléments sur ce bonhomme θ. Ensuite, comment l'enfant imite le cercle. Nous avons vu ce matin pour le triangle, là sera le cercle puisque c'est plus de l'âge de cet enfant. Donc ça, c'est pareil, ce sera un recueil des productions de l'enfant au fil de la journée, hein, de la journée scolaire. Ensuite, le vocabulaire. Donc, encore une fois, c'est dans le contexte naturel et donc sûrement que dans la classe, il y a pas mal des éléments qu'on demande à l'enfant de nommer. Hein, donc, il y a 20 mots. Donc, il y a deux noms d'animaux, des noms de vêtements, il y a 4 noms de couleurs, des noms de position dans l'espace. Donc, ce sont des questions par rapport à des objets que l'enseignant va facilement pouvoir poser dans le contexte du coin de poupée ou voilà, hein, ils savent faire. Hein. Ensuite, les mêmes items mais en désignation, avec vraisemblablement le même cadre. Et enfin, donc, le domaine compréhension-expression. Est-ce que l'enfant comprend des ordres simples ? Des ordres simples, c'est une seule demande hein, qui est adressée à l'enfant avec des mots qu'il connaît. Hein. Est-ce que l'enfant, quand il parle, construit des phrases sujet, verbe, complément ? Et est-ce qu'à l'occasion, il utilise le je ? Voilà. Et enfin, dans ce langage, bien sûr, il y a la parole, l'articulation, l'intelligibilité de la parole. Et ça, effectivement, il y a dans le cahier de passation moult exemples qui permettent à l'enseignant de savoir exactement comment répondre oui, non aux questions qui sont posées. Donc, bien sûr que quand ces questionnaires sont remplis par les enseignants, eh bien, ils sont renvoyés sous pli cacheté, sous pli confidentiel à l'association porteuse qui va dispatcher les questionnaires aux orthophonistes donc volontaires qui vont faire les cotations et qui ont contractualisé avec donc l'association de prévention. Quand les questionnaires sont cotés, ils retournent à l'association qui va les renvoyer et c'est l'enseignant qui remettra aux parents le résultat du dépistage. Alors le résultat du dépistage, c'est, vous le voyez, soit l'enfant est donc jugé en difficulté, et donc à ce moment-là, on va donc inviter les parents à évidemment entrer en contact avec le médecin traitant ou le pédiatre, le référent médical, pour qu'il fasse un examen donc clinique médical qui va permettre soit de confirmer, soit d'infirmer les difficultés. Et ce sera à ce moment-là au médecin traitant de choisir les suites qu'il donne, soit prescription de méla orthophonique ou bien une consultation chez un spécialiste ou RL. Voilà. Si c'est un enfant qui est dans la zone fragile, bien sûr, l'enseignant en est informé et il saura mettre une pédagogie adaptée
à cet enfant et des conseils sont donnés aux parents avec un petit fascicule sur des conseils donc de prévention et d'accompagnement de cet enfant. Et bien sûr, si l'enfant est dans la score satisfaisant, il n'y a pas d'accompagnement particulier, mais il y aura quand même des conseils, un petit fascicule donné aux parents pour les conseiller sur l'accompagnement de leurs enfants. Donc, je l'ai dit, l'information des parents sur les résultats du dépistage pour leurs enfants sont envoyés au médecin. Il y a par ailleurs dans ce courrier aux parents, si l'enfant nécessite une orientation vers le médecin, il y a une espèce de coupon qui sera remis au médecin. Le médecin donc remplira le coupon et le retournera versus les parents vers l'école pour qu'il y ait donc une traçabilité du suivi de l'enfant dans le cadre de la médecine de ville. Voilà. Et donc, si jamais les parents mettent un peu trop de temps à passer à l'action pour se rendre au rendez-vous chez le médecin, eh bien, il y aura une relance pour les inciter, plus que les inviter, à contacter donc leur médecin. Voilà, c'est bon, 2 minutes. Voilà, donc j'ai fini. Voilà, donc là c'est le questionnaire. Oui, non, tout simple. Une seule page, ça ce sont les 10 items du questionnaire. C'est pas du tout compliqué. À droite, les petits carrés, c'est la cotation des orthophonistes. Ici, ce sont d'autres questions que je n'ai pas, mais quand même que je vais vous... il y a d'autres éléments qui vont être demandés de repérer. C'est par exemple un bavage. Par exemple, un enfant qui n'a pas de contact oculaire. Par exemple, un enfant qui fait répéter souvent. Un enfant... Voilà. Des tas d'autres troubles du comportement de l'enfant qui... pour l'orthophoniste, peut effectivement moduler les résultats que l'enfant aurait eu dans ses scores. Puisque si l'enfant a un bavage, on peut avoir un problème d'oralité. Si l'enfant n'a pas de contact direct, n'a pas d'attention conjointe, on peut effectivement craindre un problème de communication. Donc ce sont effectivement des critères qui vont donc permettre de moduler le score général de l'enfant et qui peuvent le faire passer de zone fragile à, au contraire, zone en difficulté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'ai une grande félicitation à toutes les deux parce que vous avez réussi à toutes les deux à mutualiser le temps de parole. La première intervenante a donné gentiment quelques minutes à la seconde intervenante. Et qui dira que les orthophonistes ne sont pas des grandes bavardes ? Donc, bonjour à tous, Françoise Roussel et je suis responsable de la mission projet éducatif à la direction de l'enfance de la ville de Montpellier. Et c'est à ce titre que je suis responsable du développement du dispositif Parler Bambin sur l'ensemble des établissements municipaux de la ville de Montpellier. La ville de Montpellier compte 280 000 habitants environ, qui sont répartis donc en 7 secteurs. Et elle enregistre à ce jour une forte croissance démographique, avec environ 3,59% les enfants de 0 à 3 ans représentent 3,59% de la population montpelliéraine, alors que la moyenne nationale est à 3,48%. La ville de Montpellier propose à ce jour, en 2019, environ 5000 places d'accueil, tout confondu, accueil individuel chez des assistantes maternelles et accueil collectif dans des établissements municipaux, associatifs, ou privés. Pour la ville de Montpellier, en fait, nous disposons de 30 établissements en régie directe. Il y a 2 établissements en délégation de service public, dont 28 établissements d'accueil du jeune enfant et 2 crèches familiales. Donc, ce sont des assistantes maternelles qui sont recrutées par la ville de Montpellier. La moyenne des familles qui paient moins d'1 euro de l'heure dans nos établissements représente environ 39% dans les crèches collectives. Et en particulier, on a 2 établissements qui sont situés dans des quartiers difficiles, enfin défavorisés, qui ont chacune 70% et 58% de familles au niveau du seuil de pauvreté. Et dans nos haltes garderies, on a 72% d'enfants dont les parents sont aussi au niveau du seuil de pauvreté, avec une tarification inférieure à 1 euro. La typologie et la sociologie des familles accueillies dans nos établissements nous a bien sûr conduit tout naturellement à nous intéresser au dispositif Parler Bambin.
Ce dispositif, en fait, il a été présenté et il est aujourd'hui porté par l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. C'est une agence qui a été créée en 2006 par Martin Hirsch, qui était président d'Emmaüs. Et c'est une agence qui a vocation à mener des actions en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et donc l'ANSA a présenté le dispositif Par les Bambins, à La France s'engage. La France s'engage, c'est une fondation qui est créée par François Hollande. Et ce projet a été lauréat de cet appel à projet en 2015. Cela a supposé, du coup, un soutien financier des partenaires et des acteurs publics. Le Par les Bambins, c'est un programme de développement précoce du langage qui a vocation à œuvrer en faveur de l'égalité des chances. Et c'est aussi un projet qui contribue à soutenir la fonction parentale. Je vais vous proposer de découvrir un film de présentation qui a été réalisé par l'ANSA. Par les Bambins, c'est une approche pédagogique innovante qui aide chaque tout petit accueilli en crèche à développer le langage à son rythme, tout en prenant appui sur le goût et l'envie de communiquer de chacun. Par les Bambins prévient ainsi les inégalités scolaires et sociales de manière individualisée. Des études montrent qu'en moyenne, à l'âge de 3 ans, un enfant issu de familles défavorisées aura entendu jusqu'à 3 fois, voire 4 fois moins de mots qu'un enfant issu de familles favorisées. C'est vraiment cette différenciation d'accès au langage qui va conditionner, dès le plus jeune âge de l'enfant, des inégalités sociales qui vont se répercuter non seulement à court terme sur ses aptitudes scolaires, par exemple, mais également à moyen et long terme sur son accès aux études supérieures ou à un emploi qualifié. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir intervenir le plus précocement possible dans la période propice du développement du langage de l'enfant, afin de pouvoir prévenir au mieux les inégalités émergentes avant son entrée à l'école. Suite à une première expérimentation de l'approche Par les Bambins, un déploiement à échelle nationale est mené entre 2016 et 2021 dans une centaine de crèches réparties sur tout le territoire métropolitain. L'approche Par les Bambins s'adresse à des structures d'accueil collectif du jeune enfant. Les professionnels de crèche bénéficient d'une formation reposant sur le développement et l'amélioration des interactions langagières entre le professionnel et l'enfant, tout en respectant le rythme de développement du tout-petit. Par les Bambins se décline en 3 volets s'inscrivant en cohérence avec les projets pédagogiques des structures. Le langage au quotidien se compose de postures clés permettant de toujours parler avec l'enfant plutôt qu'à l'enfant et ainsi de privilégier l'échange individualisé. Les ateliers langage sont des temps d'échange privilégiés et réguliers avec un professionnel et 2 enfants pour donner l'occasion et l'envie de s'exprimer aux enfants ne parlant pas ou peu. Enfin, la coopération avec les parents pour partager les connaissances en matière de développement du langage leur donne la possibilité de se saisir de certains gestes facilitant l'émergence du langage. Fais des blagues, papa. Bonne journée. Au revoir. Le dispositif Par les Bambins, donc nous, ils nous l'ont expliqué que ça faisait partie d'un tout dans le projet pédagogique de la crèche. C'est un bon dispositif. Ils nous l'ont très bien expliqué aussi sur la manière de parler aux enfants, de se baisser, se mettre à leur hauteur, leur poser des questions ouvertes, leur parler aussi comme à des gens, des adultes. C'est vrai que de voir l'évolution des enfants, l'évolution des fois très rapide, et puis l'impact que ça a sur les échanges au quotidien. Il y a vraiment beaucoup d'échanges entre les enfants, entre les adultes, entre les parents. Il y a vraiment tout un noyau qui se forme autour de Par les Bambins, et ça, de voir tout ça qui se met en place, des résultats. En permettant une intervention dès le plus jeune âge et ayant ainsi un impact renforcé et durable sur la trajectoire de l'enfant, Par les Bambins constitue un véritable levier d'investissement social. C'est autour de cette conviction que le programme national rassemble depuis son lancement un panel diversifié d'acteurs. Un réseau d'acteurs de la petite enfance, des équipes de recherche pluridisciplinaires en charge d'évaluer le projet, les pouvoirs publics, mais également des fondations qui soutiennent le projet.
l'Agence nouvelle des solidarités actives coordonne le déploiement des formations et assure l'animation du réseau des communautés par les bambins. Une évaluation scientifique d'une ampleur inédite est menée sur toute la durée du projet. Elle permettra à terme de mesurer l'impact de Parler Bambin pour les enfants, les professionnels et les parents, grâce à la comparaison de crèches ayant bénéficié de la formation et de crèches témoins n'ayant pas encore été formées. Parler Bambin, c'est une approche dont les premiers impacts ont été prouvés à petite échelle, notamment pour les enfants issus de familles défavorisées. Un réseau de 20 formatrices professionnelles de la petite enfance et expertes du développement du langage. 27 communes mobilisées, 94 crèches impliquées, 1500 professionnels formés et 3000 enfants concernés d'ici 2021. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu comment on est rentré dans ce dispositif. Donc, il y a d'abord eu une journée nationale d'information à laquelle nous nous sommes rendus. Lorsque nous sommes revenus, nous avons présenté ce dispositif à notre élu et à notre direction générale qui a souhaité du coup qu'on rentre dans le dispositif. L'ANSA ensuite est venu à la ville de Montpellier présenter le programme national à l'ensemble des directeurs d'établissements. Et sur les 30 établissements, on a eu 26 directeurs d'établissements qui souhaitaient bénéficier de la formation ou rentrer dans le programme. Le programme, c'est à la fois la formation et le programme de recherche. Du coup, on peut dire que l'ensemble des établissements qui étaient volontaires pour entrer dans le programme n'ont pas pu y rentrer tous, dans la mesure où pour entrer dans le programme de recherche, il fallait remplir un certain nombre de conditions. Il fallait que les cohortes d'enfants constituées répondent à un certain nombre de critères. Alors des critères sociaux, des critères de temps de fréquentation des structures d'accueil et d'âge. Du coup, au final, on a 10 établissements de la ville qui ont pu rentrer dans le programme de recherche. Les chercheurs ont défini 5 établissements, ils ont été tirés au sort, 5 établissements qui sont rentrés dans le programme avec la formation par les bambins et 5 qui sont rentrés dans le programme sans formation, de façon à ce qu'il puisse y avoir des comparaisons au niveau des cohortes. Sachant que la recherche n'est pas menée sur Montpellier, elle est menée nationalement. Vous dire du coup qu'aujourd'hui, on a les 5 établissements qui sont rentrés dans la recherche, qui ont été formés, leur formation est terminée. On a 5 établissements qui seront formés en 2020-2021. C'est les établissements qui sont rentrés dans la recherche sans formation. Et au regard de l'engouement qu'a connu ce projet, la ville de Montpellier a fait le choix de nommer 2 formatrices locales, une éducatrice de jeunes enfants et une puéricultrice, qui du coup, dans l'intervalle, forment les établissements qui étaient volontaires et qui n'ont pas pu rentrer dans le dispositif de formation. Vous dire aussi qu'avant chaque formation, en fait, on anime une réunion d'équipe, on va réinformer les équipes sur le contenu de la formation, l'intérêt étant de susciter l'adhésion, si possible, complète de l'ensemble des établissements. On a la formatrice ensuite qui se rend une demi-journée en immersion dans l'établissement pour que le jour où a lieu la formation, elle puisse un peu faire référence à ce qu'elle a observé en termes de pratique dans l'établissement. Et les formations sont assurées par nos 2 formatrices, mais également par une spécialiste du langage qui peut être une orthophoniste, un médecin, ou on a également une chercheuse en sciences du langage qui intervient régulièrement. Nos formatrices ont 30% de leur temps de travail dédié au Parler Bambin, ce qui suppose qu'au-delà des formations, elles assurent un suivi et qu'elles continuent à dynamiser un petit peu ce projet sur les établissements. Et avec elles, on a créé un certain nombre d'outils d'évaluation, notamment un questionnaire à destination des professionnels pour évaluer un petit peu où en est le dispositif, et également un questionnaire à destination des binômes d'encadrement des établissements. Et ça nous permet de voir un petit peu où en est l'établissement dans le cadre de ce dispositif.
On a également du coup les formatrices qui se rendent in situ pour aller faire des observations de pratique et qui font des retours immédiats aux équipes pour essayer de voir avec elles qu'est-ce qu'il est possible de poursuivre, de mettre en œuvre, de réajuster. Nos formatrices sont aussi sollicitées parfois sur des réunions de parents pour aller expliquer ce qu'est ce dispositif Parler Bambin et également pour animer des cafés parents autour du langage. On a nos établissements du coup qui bénéficient de la formation, qui nous font des retours plutôt très positifs, même si la réflexivité autour des pratiques, de l'évolution des pratiques professionnelles évolue lentement, et même si certains contextes font apparaître des fragilités, puisqu'on a quand même dans certains établissements de nombreuses mobilités, ce qui suppose aussi de régulièrement faire des formations de rattrapage de façon à avoir des équipes complètes avec un même niveau d'information. Par ailleurs, là, nous allons entamer une expérimentation avec l'Éducation nationale et la direction de l'éducation de la ville de Montpellier. Et la semaine prochaine, et d'ailleurs, il y a Madame Anne, l'inspectrice d'académie, qui est dans la salle, avec laquelle on essaie de co-construire une nouvelle ingénierie de formation à destination des enseignants et des ATSEM. Donc on commence cette expérimentation la semaine prochaine ensemble. On verra ce que ça va donner. L'ANSA va certainement là aussi nous soutenir dans ce nouveau projet. Et au-delà de 2021, lorsqu'on aura les résultats de la recherche, si effectivement ils sont probants et s'ils nous montrent que le Parler Bambin a une véritable incidence sur le développement du langage des tout-petits, il est très probable que l'ensemble de nos établissements souhaiteront être formés en totalité. Voilà, et je voulais juste aussi préciser que c'est un projet qui a été très très soutenu par la CAF de l'Hérault qui le finance très largement. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc je suis Alison Goujon, je suis psychologue au service de médecine psychologique enfants et adolescents du CHU de Montpellier. Donc là, je vais vous parler du programme pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans, donc le programme Incredible Years. Alors, comme ça. Donc c'est des programmes qui ont été créés par Caroline Webster Stratton, qui est du coup infirmière et psychologue clinicienne et qui travaille entre autres à la clinique de la parentalité de l'Université de Washington, qui a développé ces programmes. Donc, le premier a été mis en place en 1981 et elle est également auteure d'un certain nombre d'études de validation de ces programmes. Elle les a créés dans le but d'intervenir auprès des parents dans le cas de troubles externalisés chez l'enfant. Donc, tout ce qui est troubles du comportement, en fait. Opposition, agressivité, impulsivité, etc. Ils ont ensuite été développés sur d'autres tranches d'âge et puis en version de prévention également. Alors, sans du tout les détailler, The Incredible Years, en fait, c'est les séries de programmes qui sont à destination ou des parents, ou des enfants, ou des enseignants. Ils ont tous la même visée, c'est de promouvoir les compétences socio-émotionnelles de l'enfant, la réussite académique, augmenter l'estime de soi et réduire les troubles du comportement. Donc là, en détail, je vais vous parler juste du programme donc, pour les parents, pour la tranche d'âge 3-6 ans, préscolaire du coup. Alors, au niveau théorique de ces programmes, assez rapidement, c'est basé premièrement sur la théorie du processus coercitif de Patterson, avec l'idée que les comportements inadaptés en fait, se sont maintenus par le biais des renforcements négatifs. Donc, le cercle, très schématiquement, quand il y a un comportement inapproprié de l'enfant, de type il veut pas obtempérer ou il veut pas faire, il va y avoir une réponse parentale punitive qui a tendance à augmenter en fait, les comportements de l'enfant, crise de colère par exemple. Et puis face à ça, le parent va surenchérir au niveau des stratégies punitives, répressives. Et finalement, ce qui va se passer, soit l'enfant va abandonner et va faire, et donc le parent va maintenir sa stratégie puisqu'elle a fonctionné, ou à l'inverse, l'enfant va réussir à éviter la tâche, par exemple, et donc il va maintenir son comportement puisque ça a fonctionné. Donc c'est ce processus-là, en fait, qui maintient les comportements inappropriés, si je peux dire comme ça. Donc le but, en fait, de ces programmes de parents, finalement, c'est que face au comportement inapproprié de l'enfant, on aide le parent à modifier sa réponse, ce qui a pour incidence donc de modifier le comportement de l'enfant. Très rapidement.
En base théorique aussi, il y a la théorie de l'apprentissage social qui est alors très bien résumée par cette image. L'idée, c'est que les enfants apprennent vraiment beaucoup en observant les comportements, en imitant, et que les parents ont forcément, du coup, ils sont acteurs dans le développement socio-émotionnel de leur enfant. Donc c'est pour ça qu'on passe par les programmes parentaux, et également la théorie du modeling qui sert en fait dans la manière de travailler avec les parents dans les programmes, avec l'idée qu'on vraiment le parent il s'entraîne de manière intensive à mettre en place les stratégies pour se les approprier et que ce soit plus facile à mettre en place derrière. Également un petit peu avec les théories de l'attachement, avec l'idée vraiment de ces programmes de pouvoir favoriser des interactions parents-enfants positives, en fait, instaurer des relations chaleureuses. Et on met beaucoup l'accent sur les temps de jeu et de jeu menés par l'enfant. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a aussi toutes les notions de développement de l'enfant, en fait, pour pouvoir donner les informations où en est l'enfant dans son développement et qu'est-ce qu'il est capable de faire ou non. Très rapidement, c'est des programmes qui ont été beaucoup évalués en population clinique. Donc, alors c'est sur une tranche d'âge de 3 à 8 ans, donc sur des troubles oppositionnels et des TDAH notamment, mais également en population à risque, donc plutôt à visée préventive. Mais globalement, ce que ça a permis de démontrer, c'est qu'il y a une vraie augmentation de l'utilisation des stratégies positives de la part des parents, donc avec une diminution de l'utilisation des stratégies répressives, si je peux les nommer comme ça. Il y a une meilleure communication intrafamiliale. Il y a des stratégies de résolution de problèmes qui sont plus efficaces. Il y a également un effet sur la confiance en soi des parents, sur la confiance en leurs compétences, en leur parentalité, et donc une diminution des affects négatifs pour eux-mêmes. Évidemment, une diminution des troubles du comportement de l'enfant, avec donc plus d'apparition de comportements adaptés, une meilleure compliance. Et sur certaines études, du coup, il y a des effets qui ont été démontrés pour 2/3 des enfants qui se maintiennent de 3 à 10 ans après l'intervention. C'est à peu près les mêmes résultats qui ont été vus sur les populations à risque. En tout cas, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré les effets, des études qui ont été répliquées, et également dans d'autres pays. Il y a plus de 24 pays qui utilisent ces programmes. Alors, pour la partie 3-6 ans, l'idée en fait du programme, c'est de pouvoir aider les parents à mieux connaître les étapes de développement de leur enfant, les aider à encourager et féliciter les comportements appropriés, mettre en place des emplois du temps stables, pouvoir mettre en place des limites claires et adaptées, et puis un travail aussi au niveau des émotions. Alors, ce que vous voyez, la pyramide, là, en fait, c'est vraiment le socle du programme, avec l'idée que, vraiment, à la base, je ne sais pas si vous voyez dans le détail, mais on passe beaucoup de temps sur les interactions via le jeu mené par l'enfant. Ça a un vrai intérêt pour améliorer les interactions parents-enfants, mais c'est aussi l'occasion pour le parent de coacher l'enfant sur ses compétences socio-émotionnelles, par exemple, on veut que l'enfant essaye d'être plus concentré sur un jeu pendant 3 minutes, c'est l'occasion de le coacher. « Oh, super, tu es bien concentré, etc. » Et donc ça, c'est vraiment la base. Il y a vraiment un accent qui est mis sur ces aspects-là pour qu'ensuite, toutes les stratégies pour instaurer les limites et puis les stratégies un petit peu de ignorer les comportements inadaptés, etc., soient plus efficaces, en fait. Alors, il y a 3 axes d'intervention dans ces programmes. Tout simplement, en fait, on travaille sur les comportements. Donc, on utilise beaucoup les stratégies de renforcement positif, puisqu'on sait qu'un comportement a plus de chances de réapparaître et de se maintenir s'il est renforcé positivement par rapport au renforcement négatif. On apporte des stratégies de résolution de problèmes. On met encore une fois beaucoup l'accent sur les temps de jeu et les temps passés avec l'enfant. Et puis, on aide les parents aussi à mettre en place des limites claires et adaptées et pouvoir donner des ordres efficaces, etc. On travaille aussi sur les cognitions, donc avec un travail sur les pensées négatives des parents, avec le but de les diminuer, évidemment. Du coup, on se sert des théories de développement pour faire en sorte que les attentes soient adaptées au niveau du développement des enfants. On travaille aussi à les aider à reconnaître en fait les significations des problèmes, des comportements qui posent problème. Donc, pourquoi ce comportement apparaît, comment il se maintient, et faire attention aux comportements qui sont adaptés. Donc, le renforcement positif, encore une fois. Et on travaille également sur les émotions. Alors, on entraîne le parent à nommer et valider les émotions de son enfant, mais également ses propres émotions, puisque c'est en ce sens-là aussi qu'il peut aider, et puis l'enfant va reconnaître de cette manière également.
Et on travaille aussi avec le parent pour qu'il puisse lui-même s'entourer de personnes ressources et également prévoir du temps pour soi. Alors en pratique, en fait, dans ces groupes, on utilise beaucoup de supports de type vignettes vidéo. Donc on voit pendant les groupes, on voit des parents mettre en place des stratégies où on voit des parents, comme je vous disais, en train de jouer avec l'enfant, coacher sur des compétences. Donc on voit vraiment comment ça se passe. Il y a beaucoup de jeux de rôle où on met le parent en situation directement. Il peut jouer l'enfant, il peut jouer le parent, il peut jouer un copain. Enfin, ils sont vraiment mis en situation. Il y a beaucoup de temps de discussion entre parents et avec les intervenants, avec des brainstorming. On peut lancer la question, par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est jouer avec l'enfant? Et puis on se sert des réponses des parents pour les amener à comprendre le concept qu'on veut introduire. On donne beaucoup de support aux parents. Ils repartent avec des fiches objectifs. Ils ont des petites fiches finalement qui reprennent les points clés du contenu de la séance qu'ils peuvent garder, mettre sur le frigo, avoir à portée de main. Ils ont des tâches à faire au domicile qui sont reprises ensuite à chaque séance. Entre eux, au sein du groupe, ils se créent un réseau de soutien aussi s'ils ont besoin, entre chaque séance finalement, d'être soutenus, de refaire un point. Et puis il y a des livres, etc., qui reprennent, encore une fois, tout le contenu. Alors, ce qui est intéressant, donc du coup, à Montpellier, dans le service, le programme a été mis en place. Donc, mes collègues ont déjà réalisé 4 sessions. Donc, c'est des groupes qui sont animés par 2 psychologues qui sont allés se former en Angleterre, du coup. Donc, ce sont les pédopsychiatres ou les psychologues du service qui orientent les familles sur ce groupe. Donc c'est un groupe qui est plutôt intensif parce qu'en fait, ce sont des séances qui durent 2 heures toutes les semaines et il y a 16 séances au total. Voilà. Ça concerne environ 10 à 14 familles, c'est variable. Et on convie la famille élargie de type beaux-parents, grands-parents, etc. Avec vraiment cette idée de créer aussi un soutien. En fait, en pratique, chaque séance se déroule à peu près de la même manière. Il y a toujours une reprise des tâches qu'il y avait à faire de la fois d'avant pour pouvoir mettre en évidence qu'est-ce que ça a pu donner, est-ce qu'il y a eu des difficultés, etc. Il y a un thème par séance. Et là, les intervenants, ils ont vraiment le choix dans la manière de les aborder. En fait, on fonctionne vraiment avec les objectifs que les parents ont définis à l'avance. Par exemple, je voudrais que mon enfant m'écoute plus rapidement. Et en fait, en fonction de l'objectif de chaque parent, les intervenants vont choisir quelle vignette vidéo ils vont préférer pour introduire le thème, quel type de jeu de rôle ils vont préférer, etc. Donc c'est assez adapté. Et puis, donc il y a les discussions, les jeux de rôle, etc. Et puis ensuite, un résumé de la séance et de nouvelles tâches à faire pour la fois suivante. Ça a un vrai intérêt dans la dynamique de groupe que ça apporte aux parents. Et il y a un vrai rapport collaboratif entre les psychologues et les parents, finalement, où on aide vraiment le parent à lui-même mettre en place les stratégies, à trouver les ressources, du coup, pour faire en sorte que les comportements problématiques diminuent. Et donc, pour terminer, mes collègues sont en cours de démarche pour être certifiés, pour pouvoir, à leur tour, après, former des équipes. Et donc, sans le détailler, bien sûr, je vous ai mis quelques petites références. Les deux sites internet, donc c'est le site des programmes Incredible Years qui a vraiment beaucoup d'informations. Et je vous ai mis directement le lien aussi de la section programme parents 3-6 ans, parce que vous avez des vidéos d'exemples qui servent en fait pendant les séances, où on voit par exemple un papa jouer avec sa petite fille et la renforcer, la coacher, etc., pour que vous puissiez vous rendre compte. Et le tout dernier lien YouTube, c'est un exemple de séance, un exemple de comment l'intervenant, pendant un jeu de rôle de mise en situation, aide le parent à comprendre le concept et à savoir comment il va pouvoir aider son enfant. Voilà. Désolée. Parfait. Un timing parfait. Il y a 5 minutes, je crois, pour des questions de la salle. 5 minutes, je crois. Donc, le temps que les micros circulent et que vous leviez les mains, si vous voulez vous lever, vous présenter. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est la qualité des différents programmes que vous portez chacun dans vos équipes. C'est cette notion que notre région s'enrichit à partir des expériences de chaque équipe, et c'est l'importance
de les rendre synergiques. Donc, par exemple, le programme qui est soutenu par la CNAM et la Fédération nationale des orthos, ça nous a bien entendu laissé penser que ce serait intéressant de faire de façon synchrone une formation des médecins de premier recours autour du développement et du langage oral, et c'est ce qu'on va construire avec l'URPS Ortho. Les programmes Incredible Years, ils font partie des axes stratégiques qui ont été validés dans le PRS 2018-2023. Le Parler Bambin, on est effectivement dans cette réflexion de comment le généraliser éventuellement à l'échelle de la région, comment le rendre synergique avec d'autres programmes. Et les programmes d'accompagnement, ils sont essentiels effectivement dans la phase qui suit le diagnostic. Ils seront complétés, j'imagine, par les programmes, par les actions des plateformes de repérage précoce. C'est un peu complémentaire finalement. Voilà, est-ce que vous avez le micro? J'ai meublé en cette mini-synthèse. Oui, j'avais une question là pour les deux dernières intervenantes sur la douloureuse question de l'évaluation. Alors la question du est-ce qu'on peut accélérer le développement du lexique chez l'enfant, c'est une vieille question en psychologie, mais qui pour l'instant n'a toujours pas de réponse. Hein. Donc est-ce que c'est possible de nous décrire la méthodologie d'évaluation qui va être mise en place, si elle a été réfléchie, pour répondre à cette question, puis c'est la même en photocopie, hein, concernant votre intervention. Alors, je suis allée tellement vite que c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup attardée sur le programme de recherche qui est d'abord porté par le JPAL, hein, qui est un laboratoire de l'École d'économie de Paris, et il y a un laboratoire CNRS de Lyon qui est associé à cette recherche. Cette recherche, elle est menée donc sur 4 ans. Elle va toucher à peu près 3000 enfants. Et elle est constituée par des questionnaires. Alors, elle a 3 axes, en fait. Elle est développée auprès des professionnels, auprès des parents et auprès des enfants. Donc, il y a eu des questionnaires à destination des professionnels, de tous les professionnels de l'établissement qui rentraient dans la recherche, de professionnels qui étaient référentes des enfants de la cohorte. Il y a eu également des enregistrements audio à des moments clés de la journée que sont l'échange, des moments de lecture avec les enfants et également le goûter. Et il y a eu également des questionnaires à destination des parents. Et du coup, on aura les résultats en 2021. Voilà, c'était pour... Et on a au niveau des enfants, on a également une psychologue qui passe dans les établissements à des âges anniversaires des enfants, et qui du coup fait elle aussi une évaluation de son côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, pas vraiment. C'est le principe également d'un groupe contrôle qui permet de mesurer les mêmes objectifs en population non formée en termes d'établissement et en population formée. Donc il y a des groupes contrôle, et je pense que dans les programmes Incredible Years, je pense que c'est la même chose. Non, mais dans les validations qui ont été faites. Oui. Oui, dans les validations faites pour les programmes Incredible Years, il y a eu des groupes contrôle, il y a eu des listes d'attente, il y a eu des groupes d'intervention, et un peu de mémoire, il y a eu des évaluations objectives du comportement via les parents, via des cliniciens et via les enseignants, il me semble. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Eh bien, vous aviez la dernière question. Merci beaucoup. Merci à chacune d'entre vous.